Le jour où ma grand-mère est décédée, j'ai hérité de deux choses, sa fortune et sa sagesse. Parfois, avait-elle écrit dans sa dernière lettre, les gens révèlent leur véritable nature seulement lorsqu'ils pensent que tu n'as rien. J'avais 23 ans lorsque j'ai reçu cette lettre, accompagnée de documents détaillant mon héritage, 50 millions de dollars en investissements diversifiés, des biens immobiliers répartis sur 3 continents et des parts majoritaires dans plusieurs grandes entreprises. Ma grand-mère, Eleanor Wright, avait bâti un empire à partir de rien, mais elle l'avait fait discrètement. Le monde connaissait ses entreprises, mais peu de gens connaissaient la femme qui les dirigeait. Mes parents ne l'avaient jamais comprise. Pour eux, Eleanor n'était qu'une belle-mère frustrante et avare qui refusait de financer leur style de vie extravagant. Ils ignoraient qu'elle était en réalité l'une des femmes les plus riches de Chicago. Et c'est exactement comme elle le voulait. Sophia. La voix de ma mère me ramena à la réalité alors que j'étais assise à la table de la salle à manger, toujours en train de tenir la lettre entre mes mains. Cette grand-mère t'a-t-elle laissé quelque chose d'utile, ou est-ce juste une autre collection de ses précieux livres? Je levai les yeux vers Diana Maxwell, la femme qui avait passé 20 ans à essayer de me façonner selon son idéal de fille parfaite, et qui avait échoué misérablement. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, impeccablement habillée comme toujours, la déception gravée sur chaque ligne de son visage. Juste des livres, mentis-je avec aisance en rangeant la lettre. Et quelques vieilles photos. Elle soupira dramatiquement. Typique. Cette femme n'a jamais compris l'importance de maintenir un statut social approprié. Sais-tu ce que diraient les Anderson s'ils voyaient notre voiture vieille de 10 ans? Bien sûr que je le savais. Depuis 20 ans, j'avais entendu parler des Anderson, des Blackwell et de toutes ces familles que ma mère tentait désespérément d'impressionner. Leur opinion comptait plus pour elle que l'air qu'elle respirait. Je suis sûre qu'ils sont trop occupés avec leur propre vie pour se soucier de notre voiture, maman. C'est exactement ce genre d'attitude qui m'inquiète, répliqua-t-elle sèchement. Tu es comme elle. Tu ne comprends rien au fonctionnement du monde. Dieu merci, Alexander a plus de bon sens. Ah, oui. Alexander, mon jeune frère, l'enfant prodige. Même à 20 ans, il n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Pourquoi le ferait-il? Papa et maman finançaient chacun de ses caprices, de ses startups ratées à sa collection de montres de luxe. En parlant d'Alexander, ma mère reprit, soudainement ravie. Il vient d'être accepté à la Harvard Business School. Ton père et moi organisons un dîner en son honneur ce soir. Tous les gens importants seront là. Mais quelque chose d'approprié. Ses yeux parcoururent d'un regard critique ma robe simple et mes bijoux minimalistes. Je hochai la tête, sans mentionner que j'avais obtenu mon diplôme summa cum laude de la Business School de Northwestern l'année précédente. Il n'y avait eu aucune fête pour moi. Ce week-end-là, mes parents l'avaient passé au tournoi de golf amateur d'Alexander. Plus tard dans la soirée, j'étais assise dans mon petit appartement au-dessus de la librairie où je travaillais soi-disant, examinant les documents de ma grand-mère. En réalité, mon emploi à la librairie était une façade. Je possédais le bâtiment ainsi que 3 autres dans le quartier par le biais d'une des sociétés de portefeuille de ma grand-mère. Mais pour ma famille, je n'étais qu'une comptable en difficulté, vivant de salaire en salaire. Mon téléphone vibra avec un message de mon père. Ne sois pas en retard ce soir. Les Blackwell amènent leur fils, James. Mais la robe bleue que ta mère t'a achetée. James Blackwell. Bien sûr, ils essayaient encore d'arranger cette union, me voyant comme un ticket d'entrée dans la « bonne » société. Si seulement ils savaient que je pouvais acheter l'entreprise Blackwell 3 fois. J'arrivai chez mes parents pile à l'heure, portant une simple robe noire au lieu de la robe bleu criarde que ma mère préférait. Le voiturier, oui, ils avaient engagé un voiturier pour la soirée, me lança un regard compatissant alors que je lui tendais les clés de ma modeste Honda Civic. À l'intérieur, la maison avait été transformée. Les flûtes de champagne en cristal captaient la lumière du grand lustre, de magnifiques compositions florales ornaient chaque surface, et l'air était saturé de parfums coûteux et de prétention. Et Sophia, la voix de ma mère traversa le hall d'entrée, tendue d'une irritation à peine dissimulée. Je t'avais dit de porter la robe bleue. Celle-ci était propre, répondis-je simplement. Elle ferma brièvement les yeux, rassemblant sa patience. Au moins, essaie de faire bonne impression sur James. L'entreprise de sa famille est très prospère. Je réprimai un sourire, me rappelant le rapport sur mon bureau concernant les récentes difficultés financières de Blackwell Industries. Leur succès n'était, à ce stade, plus qu'une illusion. Alexander choisit ce moment pour faire son entrée, attirant tous les regards de la pièce. Il portait un smoking parfaitement ajusté, qui coûtait probablement plus cher que mon prétendu salaire mensuel.
Voilà mon garçon, s'exclama notre père en lui donnant une tape sur l'épaule. La nouvelle étoile de la Harvard Business School. Je regardais, impassible, tandis que les invités se succédaient pour le féliciter, louant son sens inné des affaires et son esprit brillant. Aucun d'eux ne semblait se souvenir de ces 3 entreprises ratées, toutes financées par les ressources de plus en plus limitées de nos parents. James Blackwell s'approcha de moi, une coupe de champagne à la main. « Sophia », sourit-il, dévoilant ses dents d'un blanc parfait et son charme étudié. « Tu travailles toujours dans cette petite librairie ? » « Quelqu'un doit bien payer les factures, répondis-je calmement. Il éclata de rire comme si j'avais fait une blague particulièrement amusante. « Tu sais, l'entreprise de ma famille a toujours des postes disponibles pour les personnes motivées. Je garderai ça en tête. » La soirée continua sur le même ton, un défilé d'opulence et de condescendance subtile. Je regardais mes parents s'extasier devant Alexander, trouvant 1000 excuses à ses échecs passés tout en vantant ses succès futurs, totalement imaginaires. Mais sous tout ce vernis de luxe, je pouvais voir les fissures. La façon dont la main de mon père tremblait légèrement en signant la facture du traiteur. Le regard tendu de ma mère quand quelqu'un mentionnait leurs récentes vacances qui, en réalité, avaient été un voyage désespéré pour tenter de sauver un investissement en faillite. Ils étaient en difficulté, même s'ils préféraient mourir plutôt que de l'admettre. Des années à financer les études coûteuses d'Alexander, ses entreprises ratées et son mode de vie extravagant avaient fini par les ruiner. La maison dont ils étaient si fiers, celle qu'ils avaient hypothéquée 3 fois pour préserver les apparences, leur échappait lentement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je les surveillais. J'attendais. Et j'avais discrètement racheté leurs dettes à travers différentes sociétés écrans. Chaque prêt désespéré. Chaque refinancement de l'hypothèque. Je possédais tout. En rentrant chez moi ce soir-là, dans ma modeste Honda, je repensais aux mots de ma grand-mère. Les gens montrent leur véritable nature quand ils pensent que tu n'as rien. Et très bientôt, ma famille allait révéler qui elle était vraiment. Les signes de la faillite de mes parents devinrent impossibles à ignorer même pour eux. Tout commença par de petits changements. Le personnel de maison fut temporairement réduit. Leur abonnement au country club fut suspendu. Soudain, ma mère découvrit une passion pour la mode vintage. Mais le mode de vie d'Alexander, lui, ne changea jamais. Même alors que leurs finances s'effondraient, mes parents continuaient à financer chacun de ses caprices. Le jour où je le vis passer devant ma librairie dans une Porsche toute neuve, je sus qu'ils avaient enfin touché le fond. J'étais dans mon vrai bureau, pas la minuscule arrière-boutique où je faisais semblant de travailler, mais mon véritable bureau, au 47 étage du plus prestigieux immeuble de Chicago. En tant que PDG de Wright Investissement, j'avais une vue imprenable sur la ville que ma grand-mère avait contribué à bâtir. Mademoiselle Wright, la voix de mon assistante Sarah résonna dans l'interphone. Votre frère vient d'effectuer un nouveau retrait sur le fonds d'urgence de vos parents. Je consultai immédiatement les relevés bancaires sur mon écran. Il était là. 175 000 $ transférés à un concessionnaire de voitures de luxe. Un argent qu'ils n'avaient absolument pas. Combien leur reste-t-il, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Moins de 50 000 $. Et leur échéance hypothécaire est pour la semaine prochaine. Je m'adossai à mon fauteuil, réfléchissant aux pièges que j'avais tissés soigneusement pendant l'année écoulée. À travers diverses sociétés de portefeuille, je ne possédais pas seulement leur hypothèque, mais toutes leurs dettes impayées. Chaque carte de crédit. Chaque prêt. Chaque tentative désespérée de maintenir leur illusion de richesse. Je contrôlais tout. Envoyez les avis de saisie, ordonnai-je à Sarah. Il est temps. Le lendemain matin, j'arrivai tôt à la librairie, sachant ce qui allait arriver. Pile à l'heure, ma mère fit irruption dans la boutique, son sac à main de designer toujours authentique, mais d'une collection dépassée. Sophia. Sa voix était stridente, emplie de panique. Quelque chose de terrible est arrivé. La banque, ils disent qu'ils vont saisir la maison. Je levai les yeux du registre que je feignais d'examiner. Quoi? Comment est-ce possible? Ton père, il y a eu quelques revers commerciaux, mais ce n'est que temporaire. Nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce. Elle tendit la main par-dessus le comptoir, serrant la mienne. Chérie, combien as-tu économisé? J'eus presque envie de rire. Après des années à se moquer de mon petit emploi de libraire, elle regardait maintenant mes économies comme une bouée de sauvetage. Maman, je gagne 35 000 $ par an. Après le loyer et les factures, j'économise à peine. Son visage se décomposa. Mais, tu dois bien avoir quelque chose. Un fonds d'urgence? J'ai environ 3 000 $ de côté,
mentis-je. Mais c'est tout. Nous en avons besoin, déclara-t-elle immédiatement. Juste jusqu'à ce que les affaires de ton père aboutissent. Alexander a des projets très prometteurs en cours. Je m'adossai à ma chaise, l'étudiant du regard. Et la nouvelle Porsche d'Alexander? Il ne pourrait pas la vendre? Ne sois pas ridicule, siffla-t-elle. Il doit maintenir les apparences. Comment pourrait-il attirer les bons investisseurs autrement? Et mon apparence, elle, n'a pas d'importance? C'est différent. Elle agita vaguement la main. Tu n'es pas, dans ces cercles de toute façon. Pas dans ces cercles. Je pensais au gala de charité que j'allais organiser le mois prochain en tant qu'héritière d'Eleanor Wright, où la moitié de l'élite de Chicago serait présente. Mais ma mère n'en savait rien. Je suis désolée, maman. Je ne peux pas vider mon compte épargne, j'ai un loyer à payer. Elle se leva d'un bond, la colère remplaçant la panique. Comment peux-tu être aussi égoïste? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Je la regardai fixement. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement? Le silence s'installa entre nous. La confusion passa sur son visage, comme si elle essayait sincèrement de se souvenir d'un moment où il m'avait aidé à réussir. Nous t'avons donné un bon foyer. Une éducation. L'éducation que j'ai payée avec des prêts étudiants, tu veux dire? Les mêmes prêts que vous avez refusé d'aider à rembourser parce que vous financiez la 3e start-up d'Alexander? Ce n'est pas juste. Alexander a de la vision. Il a juste besoin de soutien pour... Sors. Ma voix était calme mais ferme. Pardon? Sors de ma boutique, maman. Et ne me demande plus jamais d'argent. Elle partit dans une tempête de claquements de portes et de menaces. Mais je n'étais pas inquiète. Tout se déroulait exactement comme prévu. Ce soir-là, je reçus un autre appel, cette fois de mon père. Sophia, nous devons discuter de cette situation comme des adultes, commença-t-il, prenant son ton habituel de négociateur d'affaires. Ta mère me dit que tu as été particulièrement peu coopérative aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner mes économies, papa. Maintenant écoute-moi bien, jeune fille. Cette famille a une réputation à maintenir. Nous ne pouvons pas nous permettre que la maison soit saisie. Tu te rends compte de ce que cela ferait à notre image? Aux perspectives d'Alexander? Je pensais aux avis de saisie qui étaient en train d'être finalisés dans le bureau de mon avocat à cet instant même. Peut-être qu'Alexander pourrait t'aider, suggérai-je. Il vient d'acheter une nouvelle Porsche. Il doit bien avoir de l'argent. C'est différent. C'était un investissement dans son avenir. Il doit projeter du succès pour réussir. Et mon avenir à moi? Il poussa un long soupir. Sophia, soyons réalistes. Tu travailles dans une librairie. Ton avenir est, eh bien, il est déjà tracé, non? Mais Alexander, il a un véritable potentiel. Ces mots me piquèrent, même si j'avais entendu des variations de ce discours toute ma vie. Je suis désolée, papa. Je ne peux pas vous aider. Alors tu n'es plus ma fille. La ligne se coupa. Je restai assise dans mon luxueux bureau, contemplant les lumières de la ville. Et je souris. Bientôt, ils allaient apprendre exactement quel genre de fille j'étais. L'audience de faillite était prévue à 9 h, un matin d'octobre frais. J'arrivai en avance, observant depuis ma voiture tandis que ma famille arrivait, dans la Porsche d'Alexander. Apparemment, c'était le seul véhicule qu'il leur restait. La tenue de ma mère était impeccable mais de la saison dernière. Le costume de mon père semblait fatigué. Même le sourire suffisant habituel d'Alexander paraissait tendu. Ils ne m'avaient pas encore vu. Ils ignoraient que j'étais là. À leurs yeux, leur fille ingrate comptait toujours ses centimes dans sa petite librairie. J'attendis qu'ils entrent dans le tribunal avant de les suivre à l'intérieur. Dans mon attaché-caisse se trouvaient des documents qui allaient tout changer. Des preuves de propriété. Des relevés de transfert. Et la vérité sur qui contrôlait réellement leur destin. La salle d'audience se remplissait déjà. L'élite de Chicago était venue assister à la chute de la famille Maxwell. Mes parents s'assirent au premier rang, la tête haute. Malgré les circonstances, Alexander se laissa tomber à côté d'eux, les yeux rivés sur son téléphone. « Veuillez vous lever », annonça l'huissier à l'entrée du juge Marian Wheeler. Elle était connue pour son approche sévère des affaires de faillite, particulièrement celles causées par des blessures financières auto-infligées. Affaire numéro 2847, requête de faillite de la famille Maxwell, annonça-t-elle en consultant les documents devant elle. Je vois que le représentant du créancier est présent.
C'était mon signal. Je me levai de mon siège à l'arrière, lissant mon tailleur Chanel, pas que ma famille puisse le reconnaître. Il ne m'avait jamais vu porter autre chose que des vêtements bon marché. Oui, votre honneur. Sophia Wright, représentante de Wright Investment. La réaction fut immédiate. Le masque parfait de ma mère se fissura tandis qu'elle se retournait brusquement. Mon père devint livide. Et Alexander laissa tomber son téléphone. Sophia? La voix de ma mère n'était qu'un murmure. Je marchai jusqu'à la table des créanciers, posant mon attaché-caisse avec calme. Bonjour, maman. Papa. Alexander. Que signifie tout cela, exigea mon père en tentant de se lever avant que son avocat ne le force à se rasseoir. Le juge Wheeler frappa de son marteau. Monsieur Maxwell, vous maintiendrez l'ordre dans ma salle d'audience. Mademoiselle Wright, veuillez poursuivre. Votre honneur, Wright Investment détient toutes les dettes impayées de la famille Maxwell, y compris leur résidence principale, leur hypothèque, leurs prêts personnels et leurs crédits. Le montant total s'élève à environ 12,7 millions de dollars. C'est impossible, s'écria Alexander. Sophia travaille dans une librairie. Je souris. En réalité, je possède la librairie. Ainsi que l'immeuble où elle se trouve. Et la plupart du pâté de maison. Je suis la PDG de Wright Investment, anciennement connue sous le nom de Eleanor Wright Enterprises. La salle d'audience explosa en murmures. Ma grand-mère avait été une légende dans les cercles d'affaires de Chicago, mais peu avait connu son visage. Silence, ordonna le juge Wheeler. Mademoiselle Wright, continuez. Il y a 3 ans, j'ai hérité de l'intégralité de l'empire de ma grand-mère, évalué à environ 50 millions de dollars. Pendant ce temps, j'ai observé mes parents refinancer leur maison à plusieurs reprises pour financer les échecs de mon frère et maintenir leur train de vie. À travers diverses sociétés holdings, j'ai racheté toutes leurs dettes. Ma mère pleurait désormais ouvertement, son maquillage soigneusement appliqué coulant sur ses joues. Mon père restait figé, réalisant peut-être enfin l'ampleur de leur situation. Cependant, poursuivis-je, je ne suis pas ici pour exiger un remboursement immédiat. J'ai une proposition. Je sortis un document de mon attaché-caisse. Je suis prête à restructurer toutes les dettes impayées sous certaines conditions. Premièrement, les privilèges de dépenses d'Alexander seront totalement supprimés. Il devra trouver un véritable emploi et non une énième opportunité de start-up. Alexander bondit de son siège. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton frère. Asseyez-vous, monsieur Maxwell, ordonna la juge Wheeler. Continuez, mademoiselle Wright. Et deuxièmement, mes parents devront suivre une formation en gestion financière et respecter un budget strictement encadré. Troisièmement, ils devront vendre le manoir et emménager dans une maison plus modeste que j'ai déjà achetée pour eux. C'est ridicule, finit par lâcher mon père en retrouvant sa voix. Tu es notre fille. Tu ne peux pas nous traiter de cette façon. Je me tournai vers eux, pleinement, pour la première fois. Vraiment. Pendant 20 ans, vous m'avez traité comme si je n'étais rien. Vous vous êtes moqué de mon travail. Ignorez mes réussites. Et vous avez investi chaque ressource en Alexander, me laissant me débrouiller seul. Quand vous avez eu besoin d'aide, vous avez exigé mes économies, ces 3 000 $ que vous pensiez que j'avais, sans même y réfléchir à 2 fois. Nous t'avons tout donné, protesta ma mère. Non, maman. Vous avez tout donné à Alexander. Moi, j'ai tout bâti seul. Ou plutôt, grand-mère m'a aidé à le bâtir. Elle m'a appris que le véritable caractère des gens se révèle lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien. Et vous avez très bien montré le vôtre. La juge Wheeler examina l'accord proposé. Les conditions me semblent équitables, bien plus généreuses que les procédures de faillite habituelles. La famille Maxwell souhaite-t-elle accepter? L'avocat de mon père lui murmura rapidement à l'oreille. Il n'avait pas le choix. C'était ça, ou tout perdre. Nous acceptons, gronda mon père. Excellent, dis-je en sortant d'autres documents. Voici les clés de votre nouvelle maison. C'est un charmant 3 chambres à Lincoln Park. L'entreprise de déménagement arrivera demain. Je me tournai vers mon frère. Beau, et Alexander. Il releva la tête. La concession a reçu l'ordre de reprendre la Porsche. J'ai organisé la livraison d'une Toyota d'occasion à la place. L'heure suivante passa dans un flou de signatures et de formalités juridiques. Mes parents évitèrent mon regard, leur honte et leur colère palpables. Alexander quitta la salle en trombe dès qu'il le put, probablement pour tenter de déplacer un argent que j'avais déjà gelé.
En quittant le tribunal, j'entendis des pas précipités derrière moi. Pourquoi? La voix de ma mère était faible. Pourquoi nous as-tu laissé tomber aussi bas avant de révéler la vérité? Je me retournai pour lui faire face. Parce que vous deviez apprendre. L'argent ne définit pas la valeur d'une personne, maman. Ni les apparences, ni le statut social. Je voulais que vous compreniez ce que ça fait. D'être jugé pour son compte en banque plutôt que pour son caractère. Elle hésita. Et maintenant, demanda-t-elle. Nous pardonneras-tu un jour? Je la regardai calmement. Cela dépend de vous. La maison que je vous ai achetée est agréable, pas luxueuse, mais confortable. Votre nouveau budget est raisonnable, pas extravagant, mais suffisant. Ce que vous faites de cette seconde chance vous appartient. Je marchai jusqu'à ma voiture. Pas la Honda Civic dont il se souvenait. Mais une Mercedes élégante que j'avais gardée cachée jusqu'à présent. Oh, et maman, lançai-je en me retournant une dernière fois. Cette robe bleue que tu voulais que je porte à la fête d'Alexander? Un sourire effleura mes lèvres. J'ai racheté l'entreprise qui la fabriquait l'année dernière. Ils ont arrêté cette coupe. C'était une horreur. L'expression sur son visage en valait chaque seconde des 3 dernières années. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau, examinant des rapports. Mes parents avaient réellement respecté leur budget. Suivi des séances de conseil financier sans se plaindre. Alexander avait enfin pris un vrai emploi. Débutant, bien sûr. Et apprenait ce qu'était le véritable travail. Sur mon bureau, un nouveau cadre photo. Une vieille image de ma grand-mère et moi, devant sa librairie préférée. La même que je possédais désormais. Ces mots, dans cette dernière lettre, résonnaient encore. Parfois, les gens montrent leur véritable nature uniquement lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien. Mais elle m'avait aussi appris autre chose. Parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la richesse elle-même. Mais dans le moment où l'on choisit de la révéler.